Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Julien Le Fournier. Bonjour. Et bienvenue sur Oser. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast pour parler de votre livre et de la finance verte en général. Donc votre livre que vous avez écrit avec Alain Grandjean, L'illusion de la finance verte. J'aimerais qu'on fasse un point déjà sur le constat que vous faites dans ce livre, avant de parler ensuite un petit peu plus généralement des mécanismes de la finance durable et de comment repenser à la fois la finance et de comment en faire un outil au service de la transformation de notre modèle productif. Mais déjà, pour démarrer, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter en quelques mots ? Oui, alors donc Julien Le Fournier. En fait, je suis un ex-banquier pour faire simple, puisque j'ai travaillé pendant 25 ans dans 4 banques différentes. J'ai démarré en France à la Société Générale. J'étais trader arbitragiste. Et puis après, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans un métier qu'on appelle l'origination obligataire. Il s'agit de conseiller des entreprises pour lever de la dette sur les marchés financiers. Et puis j'ai fini donc après Merrill Lynch et Royal Bank of Scotland au Crédit Agricole, CIB, la BFI du groupe Crédit Agricole, dont je dirigeais la salle des marchés à Paris. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené du coup à écrire ce livre, L'illusion de la finance verte ? Peut-être pour démarrer, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est déjà que la finance verte, parce que ça peut paraître peut-être un peu flou. Oui, c'est absolument flou, vous avez raison. Alors la finance verte, c'est la finance qui contribuerait en fait aux activités, au financement des activités qui ont un bénéfice environnemental, pour faire simple. Donc ce serait la partie environnementale, disons, de la finance durable, qui est un mot plus général. On peut remplacer, en fait, vert, c'est un sous-ensemble de durable. Dans durable, on pourrait aussi avoir un bénéfice social, sociétal, comme on l'appelle. Donc ce serait ça la finance verte, voilà. Et donc l'illusion qu'on veut dénoncer, c'est d'abord que quand on parle de finance verte, on attire l'attention des gens sur quelque chose finalement qui n'est pas très important. C'est un petit peu le truc du magicien qui utilise une main pour attirer votre regard et pendant que l'autre vous fait les poches. Donc il y a ça dans la finance verte en fait, puisque quand on met un euro dans la machine sur des projets qui pourraient être considérés comme verts, on en met deux ou trois dans des projets qui pourraient être considérés comme bruns. Donc, et avec ça, on n'avance pas du tout en termes de, évidemment, on résout pas le problème de la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'aujourd'hui l'enjeu majeur, je rappelle toujours quand même pour les auditeurs, l'enjeu majeur c'est de cesser d'ajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puisque c'est un processus cumulatif, et donc c'est de là que vient la notion de budget carbone qui est limité en quantité et donc dans le temps, puisque dans le système dans lequel on est, ben, on en relâche à peu près 35 gigatonnes par an, 35 à 40. Et donc, d'où l'absolue nécessité de réduire les émissions à effet de serre. Et donc, une finance dont l'utilité serait d'attirer votre regard sur le vert pendant qu'on continue à financer, par exemple, les pétroliers
Total pour de nouvelles explorations dans l'Arctique, ce serait tout à fait insuffisant et c'est exactement ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier niveau de l'illusion. Hein. On prend un peu de recul et on dit attention, magicien, il y a la main droite, petite d'ailleurs, mais il y a surtout la main gauche. Et après, il y a une illusion dans l'illusion, c'est que quand on regarde comment fonctionne la finance verte elle-même, si on s'intéresse vraiment, comme dans un jeu de poupée russe, uniquement à ce que fait la main droite, bah, on se rend compte que c'est du flan aussi. Hein. C'est-à-dire que la proposition, en général, elle n'est pas sérieuse. Donc c'est ça qu'on a voulu dénoncer, en fait. D'accord. Alors, avant de rentrer peut-être un peu plus dans le détail justement de pourquoi c'est du flan, la finance verte, ou même qu'est-ce qui est financé, qu'est-ce qui n'est pas financé en tant que vert, j'aimerais peut-être qu'on débroussaille aussi la question de pourquoi est-ce qu'en fait on parle de finance verte, de finance brune, etc. Pourquoi en fait la finance est impliquée dans l'émission de gaz à effet de serre? C'est pas forcément clair pour tout le monde en fait, Ouais, puisqu'on se dit, bon, alors là vous avez un peu parlé par exemple de projets d'exploration, de forage en Arctique par exemple par Total, mais est-ce que vous pouvez parler des mécanismes de financement, de pourquoi est-ce qu'en fait la finance est vraiment au cœur de l'appareil productif mondial en fait, et ouais. notamment des émissions actuelles et futures. Ouais, vous avez raison. Pour les éditeurs, le lien n'est pas forcément simple parce que on est tous des consommateurs, on achète des produits. Bon, alors évidemment, on a tous des comptes en banque, mais enfin, après, la finance, c'est un peu une abstraction. On ne fait pas le lien entre ces choses. Mais le lien, il est que toutes les sociétés dont vous avez parlé, n'importe laquelle d'ailleurs, elles ont besoin de financement en fait pour se développer. Hein. Donc, elles empruntent soit aux banques, soit directement sur les marchés. C'est ce qu'on appelle la désintermédiation, en émettant des obligations qui sont achetées par des investisseurs. Elles ont besoin de capital. Hein. Le capital pouvant être, encore une fois, des fonds propres ou de la dette. Donc, il est là le lien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de banque, s'il n'y a pas de financier, eh ben, il faudrait qu'elles comptent uniquement sur leurs petits moyens. Ça existe, hein, ça s'appelle l'autofinancement, mais on n'est plus du tout dans la même économie hein, quand on n'a pas de système financier. La finance, ça donne un levier considérable au développement des entreprises. Donc le lien, il est là. Si je suis une entreprise et si je trouve pas d'argent, hein, vous êtes un banquier vert. Moi, je fais un business dégueulasse. Bah, vous me dites non, je vous prête pas. Moi, je peux pas. C'est sale. Hein, vous contribuez à vous envoyer des gaz à effet de serre. Votre business envoie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc je vous prête pas. Et ben donc j'ai pas d'argent pour me développer. Donc je meurs ou bien j'ai disons une échelle de business qui est minuscule quoi. Je suis obligé de compter. Il faut que je sois rentable. Il faut que ma rentabilité intrinsèque soit telle que je puisse me développer uniquement comme cela. Donc ça limite énormément. Donc le lien, il est là. Il est là, c'est un lien important. Et donc les gens ont cette intuition-là quand même que ce lien existe. Alors parfois on exagère ce lien, enfin plutôt on le simplifie dans le propos. Moi je suis plutôt contre ça, c'est-à-dire on met en équivalence l'empreinte carbone des entreprises qui se mesure toujours difficilement, mais quand même on y arrive. Hein. Il y a des spécialistes. Alain Grandjean par exemple, mon co-auteur, a fondé Carbone 4 et eux ils ont développé des méthodologies pour parler et pour évaluer les empreintes carbone des produits. Et donc, quand on a le produit, on peut remonter sur l'entreprise. J'ai d'ailleurs interviewé Marianne Vincent de Carbone 4 Finance pour parler justement de ça il y a quelques semaines. Mais le produit, l'entreprise, le physique, c'est une chose, le financier, c'en est une autre. Et il y a des gens qui font une espèce de bijection comme ça entre ce monde-là et entre un monde et l'autre. En fait, c'est un peu exagéré. Ça permet de fixer les idées, ça permet de faire des comparaisons, par exemple, entre des portefeuilles. Mais de là à dire, comme aujourd'hui on voit des slogans complètement abusifs qui parlent d'empreinte carbone de titres financiers, en fait, ça aide pas. Mais enfin, le lien, il est vraiment dans donner les moyens du développement, donner les financements. Ça suffit de dire ça, voilà. Ok. Tout le monde comprend bien. Vous prenez une boîte, alors on pourrait ensemble regarder une grosse boîte française du CAC 40. On regarderait combien de milliards d'euros de dettes elle lève chaque année. Eh bien, ces euros viennent du marché ou viennent des banquiers ou des deux. Et donc, le lien, il est là, il est réel. Voilà. Et alors, ce qui est aussi un peu Donc, abstrait, bien juste sûr. pour finir, et donc le drame aujourd'hui, c'est précisément que, eh bien,
cette finance tout comprise, hein, tout mouillé, que ce soit les banques ou les investisseurs, donnent évidemment énormément d'argent à des entreprises brunes et donc qui accroissent notre problème. Alors ça, on va y revenir, mais avant encore, quelque chose qui encore paraît un petit peu abstrait, c'est le lien entre nous, citoyens, ou quelles sont les personnes impliquées, personnes physiques ou personnes morales en fait, dans ces financements. Parce qu'une fois qu'on a dit que les entreprises lèvent de la dette auprès de banques ou auprès de marchés financiers, OK, mais cet argent, il vient d'où en fait? Qu'est-ce qui se retrouve en fait dans l'argent qui est prêté, à ces entreprises, pour leur donner une capacité d'investissement? Bah, en fait, pour ce qui est des investisseurs, c'est le vôtre, c'est votre argent, en fait. Les épargnants, c'est l'argent des épargnants. Les épargnants, c'est assez rare en France, on n'a pas cette culture. Il y en a qui boursicotent, il y a des gens qui vont, surtout aujourd'hui avec les moyens numériques, c'est très facile. Vous avez des plateformes où on vous propose vraiment de shpiler en bourse, c'est complètement fou. Il y a des gens qui adorent ça, mais enfin, c'est pas vraiment la culture française. Elle est beaucoup plus développée, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis notamment. Les marchés sont beaucoup plus importants d'une manière générale aux États-Unis qu'en France. Si vous regardez les entreprises en France sont encore majoritairement financées par les banques. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Les entreprises sont majoritairement financées par le marché, hein. Les prêts bancaires sont inférieurs en pourcentage à la dette de marché. Donc il y a une culture très forte aux États-Unis. Ça s'explique aussi parce que nous, on a des retraites qui sont payées par le gouvernement. C'est la redistribution. Eux, ils ont des retraites par capitalisation. Donc les gens, ils épargnent dans des plans toute leur vie et à la fin, leur retraite dépend des fonds de pension. Donc ils peuvent absolument pas faire abstraction des marchés. On peut être français et à peu près pas s'intéresser à ces sujets-là, c'est pas grave. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus, voilà, c'est quand même, c'est plus fort. Et donc, il y a une culture bien meilleure. Mais en France, malgré tout, les gens ont quand même une épargne. Eh bien, votre épargne, la mienne, en général, on la gère pas comme ça à la mano. On n'est pas là tous les deux en train de cliquer sur un truc pour acheter une action EDF, vendre une oblige machin. Donc non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On achète des OPC, des parts d'OPCVM. Vous allez voir votre banquier et puis il vous vend des fonds, des parts de fonds, et ça se fait comme ça indirectement. D'accord. Mais donc les fonds dont on parle, parfois il y a une énorme confusion dans le discours. On entend parler de BlackRock, par exemple, pour donner ce nom que tout le monde connaît. C'est le grand méchant loup de la finance mondiale. Pourquoi? Parce que c'est le premier, c'est le plus gros asset manager du monde. Il gère 10 000 milliards à peu près d'euros équivalents. Mais c'est pas leur argent. Les gens ils comprennent pas. C'est pas leur argent. C'est Oui. l'argent. C'est une société de services. Ce sont des gestionnaires d'actifs. C'est l'argent des autres en fait, hein, qui gèrent. Et donc, y compris le vôtre, y compris le mien. Si vous avez acheté des fonds BlackRock, mais en France, nous, c'est plutôt donc ça peut être BlackRock, ça peut être BlackRock qui sont installés maintenant en France, mais ça peut être d'autres sociétés de gestion. Mais en tout cas, pour cette partie-là, c'est bien notre argent, l'argent des épargnants, vous voyez. D'accord. Et donc les épargnants en général sont assez aveugles parce que pour eux ça veut rien dire. Les noms sont complètement incompréhensibles. Le fonds, je sais pas quoi. Et mais c'est bien notre argent. Et c'était d'ailleurs une des motivations du livre parce que ce blabla de la finance verte où on vous fabrique justement des fonds responsables, des fonds dits qui intègrent l'ESG, les critères ESG. Ça, c'est vendu au grand public. Et donc, beaucoup de messages sont trompeurs. Il y a une sorte de, comment dire, d'indolence, de bienveillance incroyable de la part de l'AMF, par exemple, l'autorité des marchés financiers, sont des gens qui sont censés faire la police. Ils sont d'une bienveillance inouïe par rapport à ces discours qui sont passés par les fabricants de produits verts. Et donc ça, c'était une de nos motivations, parce qu'effectivement, le grand public français n'y connaît rien, et il peut tout à fait penser que en achetant un fonds vert, il va sauver la planète. C'est pas du tout le cas. Mmh. Donc, il est bon de le dire. Donc ça, c'est pour la partie, disons, gestion d'actifs investisseurs. Vous avez aussi donc des assureurs qui gèrent de l'argent. Après, vous avez des fonds souverains. Bon, ça se comprend, c'est des États. Ouais. Les fonds souverains peuvent être très, très différents. Alors, eux, ils agissent pour leur compte propre. L'argent leur appartient, évidemment.
Mais ce sont et puis mais ils agissent avec la même rationalité que les autres, hein. Le jeu sur les marchés financiers, c'est quand même un jeu qui est guidé par le risque-rendement, hein. Il y a un truc très très fort qui s'appelle la responsabilité fiduciaire. C'est un truc totalement structurant. Alors, la responsabilité fiduciaire, ça veut dire la confiance. C'est pas strictement limité au monde financier. C'est une notion qui existe aussi, par exemple, entre vous et votre avocat. Vous voyez? Ouais. Il y a, il y a cette notion de confiance qui est absolument vitale. Si vous n'avez pas confiance dans votre avocat, il ne peut pas vous représenter, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche et lui confier le crime que vous avez fait, non? Tout à fait. Eh bien, sur les marchés, en finance, la responsabilité fiduciaire, c'est un truc qui est totalement structurant, hein. Pour la même raison que, comme on l'a dit, si vous faites affaire à un professionnel pour gérer votre épargne, vous n'y connaissez rien, hein, vous n'allez pas justement prendre une minute pour comprendre l'état du marché, les problématiques du marché, la technicité du marché, les 1500 valeurs, vous n'allez pas analyser tout ça, vous avez zéro moyen, vous donnez juste 100 à un fonds en espérant qu'il va faire le mieux pour vous. Donc c'est là que joue la responsabilité fiduciaire. Et la responsabilité fiduciaire, jusqu'à preuve du contraire, c'est de maximiser vos actifs. C'est-à-dire que le fonds vous prend 100 et il doit vous rendre le plus possible. Alors dans un marché qui s'effondre, ça peut être seulement 80. Ça veut pas dire, mais ce que je veux dire, c'est il doit maximiser vos actifs financiers. C'est ça qu'il fait, c'est ça la règle. Et s'il le fait pas, vous pourriez l'attaquer, d'accord? Et il n'y a pas de règle alternative, d'accord? Ouais. Parce que les euros, ça se mesure. Si vous me donnez 100 et si dans 2 ans, je vous rends 105, bah, vous pouvez mesurer la rentabilité. Vous avez peut-être mis 100 chez un autre et lui, il vous rend 106. Ah, donc il a fait mieux que moi. Il y a il faut ajuster du risque parce que si moi j'ai pris s'il fait mieux que moi, mais qu'il vous a fait prendre sans que vous le sachiez beaucoup plus de risques, on sent intuitivement que ça vaut quelque chose. Donc voilà, les financiers font ça depuis 100 ans. Ils savent, c'est que ça reste des sujets compliqués, hein, parce que personne n'a de boule de cristal. Et il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui aient prévu l'invasion de Poutine en Ukraine. Donc les marchés sont quand même surpris par des événements. Mais la responsabilité fiduciaire, c'est bien de valoriser vos actifs. Et c'est pas de sauver le monde. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Non, c'est très clair. Et les banques, c'est des entreprises font la même chose. Les banques qui font des prêts. Les banques ont des actionnaires, les banques privées, je parle des banques privées là, hein. Une banque publique, ça peut être un peu différent. Mais les banques privées, elles ont des actionnaires, elles sont aussi totalement dans le monde elles sont sous la contrainte de la rentabilité des actionnaires, elles sont comparées entre elles, elles sont cotées en bourse, et donc elles prêtent à leurs clients en fonction des risques qu'elles prennent. On est toujours dans c'est la même boussole du risque-rendement, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est ça qui caractérise un peu la finance, si vous voulez. C'est très clair et on touche du doigt en fait vraisemblablement un des sujets que je voulais aborder et qui est vraisemblablement un peu le nerf de la guerre, si j'ai envie de dire, qui est celui de la rentabilité, puisque en fait à travers ce que vous dites là, ce que je comprends, c'est que par les obligations de rentabilité auxquelles sont assujettis les différents acteurs financiers, que ce soit des fonds, que ce soit des banques et autres, c'est-à-dire qui vous promettent un rendement de X% par an par rapport à l'argent que vous leur confiez, ceux-là, en fait, se voient obligés de mettre leur argent dans des entreprises qui, elles, vont dégager suffisamment de profit pour arriver en fait à ce même niveau de rentabilité et vous garantir les pourcentages de rentabilité financière gagnés chaque année. C'est un peu ça, si je caricature? Oui, vous avez raison. Là, il y a un lien fort entre la rentabilité, parce qu'en fait, vous avez les entreprises, vous avez les titres des entreprises, et vous avez les gestionnaires qui achètent les titres des entreprises, d'accord? Et le travail que vous faites pas, parce que vous n'allez pas analyser les 1500 valeurs pour savoir laquelle va être la plus rentable, etc. Ce travail d'analyse que vous ne pouvez pas faire, vous le reportez sur les gestionnaires. Alors les gens regardent, en fait, les gestionnaires, il y a des notations, il y a des gens, même des particuliers, qui regardent les notations, par exemple Morningstar, pour ne pas leur faire de la publicité, c'est des étoiles.
qui est le meilleur, et on est Mhm. toujours sur les mêmes critères de risque, de performance ajustée du risque. Et donc en fait, on est toujours avec ce même processus d'optimisation en réalité, sauf qu'il est décalé des actifs en général vers les gestionnaires d'actifs. Mais c'est la course des petits chevaux, effectivement. Et donc la promesse, c'est toujours, alors ils peuvent pas en général s'engager sur une rentabilité donnée. Ouais. Ils peuvent s'engager sur la maximiser, mais on est tout à fait dans ce monde-là en fait, oui. Et donc, il y a un lien, vous avez raison, il y a un lien du coup entre la rentabilité de l'entreprise, hein, c'est ce qu'on appelle la financiarisation, c'est une des manières de retrouver ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, puisque c'est pas que ça, mais il y a ça aussi. L'entreprise est en concurrence Mhm. euh, pour les financements. euh, Elle est mise en concurrence par les gestionnaires d'actifs et par les acteurs financiers, qui eux-mêmes sont en concurrence. Mhm. Okay, Tout à vous et fait. moi, on a un fonds de pension, on va avoir les petits retraités de je sais pas quel pays, on gère un fonds de pension. Bon, nous, notre compétence, c'est de collecter ces fonds, c'est de gérer ces fonds, mais c'est pas de les investir dans le marché. On va faire un appel d'offres, Ouais. hein, où on va soumissionner des asset managers, BlackRock, Amundi, et on doit choisir, ok. Et les types arrivent avec un track record en disant, voilà, ce qu'on a fait dans le passé, c'est le track record, ok. Pourtant, on sait très bien que le passé n'éclaire pas l'avenir, mais ça reste, c'est la seule chose. On n'a pas l'avenir, mais on a le passé à montrer. C'est comme ça. Et donc, cette logique de track record fait que les gens prennent des décisions donc sur les performances obtenues par les gérants. Parce que nous on gère les petites retraites et dans les fonds de pension, c'est pas que des super riches, hein, parce que les gens pensent finance, je pense super riches, mais dans les pays où c'est les retraités, j'allais dire de tout poil, qui ont leur Mhm. argent, qui ont leur argent investi sur les marchés, et donc ils sont intéressés pour vivre quand vous dépendez de votre petite retraite et qu'elle-même donc dépend de la performance du fonds de pension. Vous voyez, c'est pas qu'on est méchant ou gentil, Bien on n'est sûr. plus là-dedans, c'est le système. Et donc on va confier ça à une société de service, à un gestionnaire qui va promettre qui va nous dire qu'il est le meilleur, non? Qui va obtenir, qui va être le meilleur pour nous. Et le meilleur, c'est celui qui va nous apporter la meilleure rentabilité ajustée du risque. Ouais. Il y en a pas un qui va nous dire, écoutez, on n'est pas bon, ou Mhm. plutôt on s'en fiche complètement de vos histoires, mais par contre, on va faire le bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, on est écolo. Mhm. Ça n'existe pas. Montrez-moi un fonds, hein, qui fait un énorme bras d'honneur à toutes ces histoires de rentabilité ajustée du risque et qui verbaliserait un discours différent en disant, ce qui nous intéresse, c'est la société dans son ensemble, le bien-être de la société, etc. Je sais même pas ce que ça veut dire. Donc, bien sûr, ça n'existe pas. Ouais. Et donc, comme ça n'existe pas et que ça ne peut pas exister parce que c'est empêché par la responsabilité fiduciaire, Mhm. eh bien, d'où qu'on a trouvé comment dire, des moyens détournés de tremper un petit pinceau dans un pot de peinture verte et puis de repeindre à droite à gauche des trucs pour essayer d'avoir un peu un discours engageant, mais bidon en fait, creux. Alors j'aimerais revenir en fait sur cette histoire de rentabilité. Je vais essayer de caricaturer un peu le système, et qu'on comprenne un petit peu l'idée avant de discuter de la rentabilité en tant que telle. De ce que vous me dites, en fait, il y a un serpent qui se mord la queue, entre des gens dont finalement, par exemple, les retraites dépendent. Donc le niveau de retraite va dépendre d'un certain niveau de rentabilité financière, qui vont donner de l'argent à des gens, qui vont, eux, les investir auprès d'entreprises avec un objectif pour ces entreprises de gagner soit par rapport à leur valeur boursière, soit par rapport, et donc plus ou moins lié aux profits qu'ils vont générer, et donc d'atteindre un certain niveau de croissance. Ce certain niveau de croissance qui, en cumulé dans le système, correspond plus ou moins à la croissance économique d'un pays mondial, etc., qui est lié peu ou prou à l'évolution des gaz à effet de serre, puisque en gros la croissance est financée par les énergies fossiles, principalement le pétrole, puisque le lien entre croissance économique et énergie est plus ou moins démontré aujourd'hui, et que cette énergie aujourd'hui, elle est principalement fossile. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on est bloqué dans ce système, est-ce qu'en fait, on ne devrait pas tout simplement se dire que il faudrait renoncer à la rentabilité financière, qu'en fait c'est un leurre? Ben, c'est pas un leurre puisque les gens gagnent de l'argent.
Donc c'est pas un leurre, mais par contre c'est un problème. Ça, c'est un problème et d'ailleurs, c'est un problème qui est vu depuis longtemps, évidemment, c'est pas un problème nouveau, mais c'est un problème, je dirais, qui prend une dimension encore plus aiguë aujourd'hui et qui est relevé par des gens qui sont pas des ultra-gauchistes. Récemment, j'ai lu, je crois que c'est le patron de la CDC qui a publié un livre et il dit que la rentabilité demandée aujourd'hui est insoutenable. Donc vous avez vraiment, et je pense à d'autres économistes, vous avez vraiment, je pense à d'autres économistes qui disent que la rentabilité double digit, à deux chiffres, puisqu'il y a une espèce, je sais même, comme tous les chiffres, ils sont arbitraires, mais une espèce de consensus sur 12%, 15%. Alors vous avez des fonds qui font bien mieux, qui exigent bien mieux, évidemment, mais ça paraît fou d'un certain côté, je veux dire. Alors c'est pas des décroissants, hein. Ceux qui disent ça, c'est pas pour passer de 12 à 15% ou plus à zéro ou négatif. Donc là, c'est pas des gens qui embarquent la problématique de la décroissance. Mhm. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont d'accord pour dire que les rentabilités observées sont complètement délirantes en fait. Elles n'ont même pas de sens, même pour des économistes au plan économique, Ok. puisqu'elles sont sans rapport avec la croissance moyenne en fait. Bon. Bref, on ne va pas rentrer dans des trucs compliqués, mais là il y a bien, oui, il y a bien quelque chose de problématique en soi, mais qui n'est pas nouveau. Ouais. Le nouveau, si vous voulez, si je mets les pieds vraiment dans le plat, le nouveau, c'est ce qu'on appelle la transition et la décarbonation. Parce que ce dont on parle, ça a toujours existé. Bon, on pourrait se dire quoi de neuf sous le soleil. Mhm. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait face c'est qu'on a besoin normalement d'une transition. Et ça, curieusement, enfin ou pas plutôt, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un coût énorme. Ça coûte, vous voyez, Mhm. c'est un coût. C'est pas gratuit, hein. Produire proprement ce qu'on produisait salement au sens en balançant des gaz, par exemple, au sens en balançant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère sans que personne ne nous demande rien, bah, ça coûte de l'argent, hein. Ouais. Parce qu'il y a une ressource qui était gratuite avant, comme toutes les ressources naturelles, qu'on appelle l'atmosphère, enfin plutôt la capacité d'exutoire de l'atmosphère, la poubelle, on va dire. C'est pas l'atmosphère, c'est le fait de pouvoir remplir l'atmosphère de nos déchets. Ça, c'est gratuit. Vous et moi, n'importe qui, n'importe quel business, les voitures avec leur petit pot d'échappement, ouf, tout ça, ça part et personne nous fait rien payer, on est d'accord. Complètement. Il n'y a pas de frontière au-dessus de nous non plus, c'est pas par pays. Bon, eh ben, si vous payez quelque chose que vous ne payiez pas avant, ça s'appelle un coût supplémentaire. Et qui le paye? Qui le paye? Alors, les gens, intuitivement, ils ont parfaitement cette compréhension, hein. C'est la traduction un service supplémentaire, c'est pas gratuit. Les gens, quand ils achètent, j'utilisais cet exemple pour faire comprendre, les gens, quand ils achètent du café équitable, Mhm. ils le payent en moyenne, la dernière fois que j'avais regardé, 30% plus cher au kilo. Parce qu'ils veulent un service en plus. Ils veulent le café, bien sûr, mais en plus, ils veulent que les petits producteurs puissent vivre dignement de leur travail. Ça n'est pas gratuit, c'est un service en plus, et donc ils le payent, ils sont prêts à le payer. Les gens qui achètent du bio, en moyenne, ils payent naturellement nettement plus cher que ceux qui n'achètent pas les produits bio. Et ça, ils le comprennent, ils l'acceptent. C'est un problème d'ailleurs social, on peut se dire, puisque ben, pour ceux qui n'ont pas d'argent ou pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas les moyens d'acheter du bio. Mhm. Donc ça crée quand même des sujets, puisque hein, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts, on peut pas surpayer la nourriture. Et du coup, on ne se donne pas droit au bio, si vous voulez. Mais les gens payent plus cher le bio. Alors on peut dire c'est pas de l'altruisme, ils le font aussi parce qu'ils veulent pas s'empoisonner avec les pesticides. Peut-être, peu m'importe. Mhm. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un service supplémentaire qui est que c'est une agriculture quand même bio, plus responsable, où on met pas ou moins de produits chimiques dans le sol, on n'abîme pas les sols. Il y a plein d'autres, c'est assez contraignant. Et du coup, on paye, la rentabilité d'ailleurs est plus faible de la production, j'entends. Mhm. Et donc, au final, en tout cas, les produits sont plus chers. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Donc, il y a cette problématique du surcoût. Elle est partout, hein. Et encore une fois,
je me rappelle, j'avais été frappé parce que Bill Gates avait sorti un bouquin que j'ai pas lu, donc je devrais pas le citer, mais dans la promo de son livre l'année dernière, il disait si, euh, si je voulais euh, que les gens retiennent une seule chose de mon livre, c'est qu'il faut réduire les primes vertes. Et donc, ce qu'il appelait les primes vertes, c'est précisément ce surcoût dont on vient de Mmh. parler tous les deux là. Vous voyez? D'accord. Et il disait, voilà, le summum de sauver le climat, c'est réduire les primes vertes, réduire les primes vertes, réduire les primes vertes. Et il donnait des exemples. Moi, l'exemple qui m'avait frappé, c'était, il disait, voyez, imaginez une compagnie aérienne Ouais, passerait au biocarburant. ouais. Non pas que ce soit l'idée géniale, hein, ça poserait. Là, c'est pas sur l'idée que je me prononce, Ouais, c'est ouais, sur c'est comment bien ça sûr. marche. Parce que le biocarburant, si on commence à mettre dans tous les avions, ça peut être aussi un problème. Parce que Faut se nourrir à côté, ouais. ouais, voilà. Mais il disait, voilà, si bah, instantanément, vous avez la Air, vous avez la compagnie Air France qui, mettons, passe au biocarburant, bah, ses coûts d'approvisionnement vont augmenter de 140%. C'est le premier poste, évidemment, le kérosène, Bien sûr. c'est le poste le plus important dans les coûts d'une compagnie aérienne. Et donc, la compagnie, évidemment, elle est morte immédiatement parce que ou c'est transmis au consommateur, au passager qui dit bah, je prends plus Air machin, je prends l'autre. Ouais. Et donc, il montrait ça pour expliquer que l'enjeu majeur, c'est ce surcoût. Et d'ailleurs, ce qui est drôle si on peut dire, c'est que Bill Gates est considéré comme un des hommes les plus intelligents de la planète, Mmh. qui est aussi un entrepreneur, un des hommes les plus riches, donc il connaît tout, la finance, l'entreprise, le Mmh. numérique. Eh bien, il voyait que deux leviers pour résoudre ce problème-là. Il faut matraquer le brin, donc ça c'est les tenants de la taxe carbone, il faut Mmh. monter le prix du brin, donc il faut punir, voilà, c'est l'économie, pardon, là, on est en plein dans l'écologie punitive, comme on dit. C'est un mot ridicule. On a vu ce que ça a fait en France, puisqu'on a abandonné la taxe carbone après les Gilets jaunes en race campagne. Donc, on voit bien que ça marche pas tellement bien. Donc, ou bien, il faut subventionner le vert. Mmh. Voilà, voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a dans son livre, qui fait je sais pas combien de pages, il n'y a pas un mot sur la finance. C'est-à-dire que dans son esprit, sans doute parce que c'est un Américain éduqué, et puis lui connaît bien les marchés, il connaît bien la responsabilité fiduciaire dont on parlait, Mmh. il ne voit pas que la finance puisse être le début du commencement pour résoudre ce problème-là. Il faut le résoudre en amont, dans le monde physique, des entreprises, des citoyens, des consommateurs, etc. Mais donc, euh, mais donc, cette histoire de surcoût est essentielle. Je pourrais multiplier les exemples. Produire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire euh, voilà, produire de l'acier propre, tout ça, ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, que la production, etc. Et donc, qui paye? Dès qu'on a dit ça, on a dit qui paye. Et donc, une finance qui serait verte, ou plutôt qui bomberait le torse en se disant je suis verte, c'est une finance qui prendrait sa part. Mmh. Là, vous avez un rapport Perrier, le patron d'Amundi, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et lui, à plusieurs reprises, il mentionne effectivement, il faut qui peut prendre une part, bah, le consommateur, Mmh. l'actionnaire et l'État. Oui, voilà. Et clairement, Bill Gates, lui, nous dit toujours l'État, subvention, le consommateur, Mmh. mais il n'y a jamais le financier. Et Larry Fink, par exemple, le patron de BlackRock, c'est assez drôle aussi parce que dans sa lettre, une fois par an, il envoie du haut de ses 10 000 milliards une lettre à tous les PDG des entreprises du monde dont il est actionnaire. Et lui aussi, il dit, c'est une super opportunité d'investissement. Ah, donc pour lui, c'est une opportunité. On se doute qu'il ne va pas payer le surcoût parce que, en général, si on vous demande de payer, c'est un peu moins une opportunité, non? Et donc, il est dans de ce récit épique que la transition, c'est une merveilleuse opportunité d'investissement pour lui. Dans la même lettre, on lit que quand même, il doit reconnaître honnêtement que c'est un surcoût, mais il fait pas de lien entre les deux, si Ouais. vous voulez. Et donc, voilà, le truc, c'est que cette histoire de coût, on est dans l'évitement complet du sujet. La finance verte, on pourrait penser du coup que ce serait le maillon manquant finalement entre le problème qu'on décrit et la participation des financeurs au sujet. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Voilà. Et donc, il y a un exemple que je donne que je trouve ultra pédagogique parce que les gens en ont peut-être entendu un peu parler ou pas, qui est celui de l'obligation verte, dont on a quand même maintenant émis des centaines de milliards.
Et donc, on a présenté comme le Graal. Enfin, bon, c'est juste complètement ridicule. Par rapport à ce que je viens de décrire, alors, si les auditeurs savent pas ce que c'est qu'une obligation, j'utilise parfois l'exemple du prêt, parce que c'est la même chose. En fait, une banque prête de l'argent à un client, et là, c'est les investisseurs qui prêtent de l'argent à une entreprise en, à travers l'achat d'une obligation qu'elle émet. C'est exactement la même chose. Et donc, et donc j'utilise cet exemple parce que on voit que, prenons le cas d'un client qui voudrait acheter une voiture à moteur thermique, ok, Ouais. et son banquier. Donc, dans sa décision, le client entre moteur thermique et moteur électrique, il hésite, mais l'État lui donne vous savez, l'État ou la région, aujourd'hui, vous avez un bonus significatif pour acheter une voiture électrique. Okay, malgré tout, il y a un reste à charge. C'est beaucoup plus cher une voiture électrique qu'un moteur thermique. Et donc, s'il se décide, il va voir son banquier. Mais son banquier, qu'il achète l'un ou l'autre, il fait le même prêt, okay, au même taux. Le banquier est complètement indifférent au fait que son client achète une voiture à moteur thermique, une voiture électrique. D'accord ? Et pourtant, si jamais vous décidez pour le véhicule électrique, le banquier pourra donner un coup de tampon sur son prêt En disant en sévère. disant c'est un prêt vert et en se mettant à pleurer abondamment, en prenant des selfies avec le pouce en l'air en disant je suis fier d'avoir financé Jean-Philippe qui a acheté son hybride électrique, machin chose. Donc, vous voyez, pour moi, l'obligation verte, c'est exactement ça. Là, dans l'exemple qu'on a vu, on a l'État qui fait sa part, oui. Vous vous rappelez les 3 trucs d'Yves Perrier, Ouais. l'État, l'actionnaire et le consommateur. Ouais. Vous avez l'État qui fait sa part, avec le bonus, le consommateur qui fait sa part parce qu'il assume un reste à charge, et le financeur est complètement absent de l'équation. Et pourtant, il prend sa part de communication, mais il prend pas sa part dans l'équation monétaire qui permet de favoriser le véhicule électrique par rapport au moteur thermique. Voilà pourquoi je trouve que cet exemple sur l'obligation verte est très pédagogique, Ouais. parce que tout le monde sait ça, c'est un secret de polichinelle et ça n'empêche pas des communications complètement délirantes pour moi, y compris de la part de l'État, l'État français qui émet des OAT vertes, s'en félicite en tapant dans la grosse caisse. Non, il faut féliciter l'État français parce qu'il finance des projets verts, oui. Ça, oui, bien sûr, mais par contre, ça ne dépend absolument pas du fait qu'il a levé sur les marchés en émettant des obligations vertes. Il pourrait émettre des obligations rouges, des obligations lambda comme il le faisait. Ça change rien. C'est juste une obligation normale, vous voyez ? Tout à fait. Mais Ça alors, fait partie de l'illusion, ça. alors justement, c'est ce qui est pas forcément clair, c'est comment, en fait, dans ce triptyque actionnaire, État et consommateur, l'actionnaire peut, entre guillemets, «prendre sa part». Parce que du coup, là, j'ai bien compris avec l'obligation verte, le banquier, il est gentil, il tamponne, il fait sa com, mais derrière, ça voudrait dire quoi, lui, prendre à charge aussi une partie de ce surcoût? Oui, vous avez raison, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident parce que euh, dès qu'on a dit et reconnu que la boussole, c'est le risque-rendement, ok. Mmh. Donc moi, je me balade dans le désert avec ma boussole et je suis toujours guidé par ça. Si on veut pas ça, comment on fait, hein? Parce que déjà, le risque-rendement, ce qu'on appelle c'est un équilibre de Pareto en économie. C'est si j'ai plus de risques, je veux plus de rendement et vice versa. Donc il y a déjà un taux d'échange, un trade-off entre les deux pour résoudre le problème. Parce qu'en fait, ces deux critères, j'essaie de maximiser deux critères qui sont contradictoires. Vous Mmh. voyez. Maintenant, votre question est très juste parce qu'alors après, on est justement, c'est ce qu'on appelle l'extra-financier. Oui, mais extra, ça veut dire quoi? Extra, ça veut dire justement extérieur. C'est Mmh. ça que ça veut dire extra. Et extraterrestre, c'est qui n'est pas de la Terre. Bien. Alors du coup, c'est compliqué. Comment je mélange ma boussole risque-rendement avec quelque chose qui n'est pas de la Terre? C'est compliqué et ça n'est pas fait du coup. D'accord? Ça n'est pas fait. Alors on trouve des moyens du coup un peu grotesques pour faire rentrer au chausse-pied
l'extra-financier dans le financier, hein, Ouais. avec des théories amusantes. Alors, il y en a qui disent, si, les risques ESG, ça fait partie de la responsabilité fiduciaire. Mais bien sûr, moi aussi, n'importe quel financier, euh, tous les risques font partie de la responsabilité. Vous êtes financier, vous devez étudier tous les risques. Alors, si ça vous amuse d'en appeler certains ESG, peu importe, ils Mhm. sont pris en compte par tout le monde, tous les acteurs financiers, pas seulement les investisseurs responsables verts. Ils n'ont pas une boule de cristal à eux particulière qui fait qu'ils vont voir des risques que les autres ne verraient pas. C'est tout simplement complètement idiot. Mhm. Mais c'est intéressant au plan du discours parce que ça vous montre bien que ça essaie de faire rentrer à tout prix Ouais. l'ESG dans le paradigme. Mhm. Sinon, on n'y arrive pas. Et oui, oui, ok. Donc, en fait, on n'y arrive pas. Et donc, vous avez l'autre version, pas moins amusante, où euh, les gens essaient de faire rentrer l'extra-financier en disant c'est les boîtes bienveillantes, gentilles, douces. Finalement, elles sont plus rentables. Là, en gros, la vertu paie. Bon, un autre délire très très amusant. Donc là, on fait rentrer l'extra-financier du côté du rendement, comme s'il y avait ça créerait plus de rendement. Et on voit des gens dire ça. Ça aussi, c'est assez drôle, évidemment, parce que j'explique. On va pas rentrer dans les détails des milliers d'études qui montrent que c'est vrai ou le contraire, hein, parce qu'en fait, il y a des tas de problèmes méthodologiques. Il faudrait déjà essayer de déterminer ce que c'est que l'impact d'une entreprise. C'est compliqué. Mhm. Mais juste pour faire comprendre pourquoi je donne plutôt une idée intuitive et logique pour faire comprendre pourquoi ça marche pas. C'est que un investisseur qui serait donc vertueux, ce serait un investisseur qui se fixerait une règle supplémentaire. Oui, par Mhm. exemple, à l'époque d'ailleurs, c'était des principes d'exclusion plutôt. Ouais. Hein. Ça a commencé comme ça. Je vais pas financer le tabac, Mhm. je vais pas financer la pornographie, je vais pas financer les armes. Bon, ça se comprend, vous Mhm. voyez, ça se comprend. L'ennuyeux, c'est que quand vous faites ça, donc pour les professionnels, ça s'appelle restreindre l'univers investissable. Hein, vous Ouais. avez moins de, voilà, vous restreignez le champ possible des actifs financiers. Eh bien, statistiquement, c'est assez facile de montrer que vous avez moins de chances de gagner. C'est comme, alors j'utilise D'accord. une analogie, vous jouez au Monopoly. C'est quoi votre jeu préféré? Bah, j'aime bien le Monopoly Deal, Ah mais bah, qui est... Monopoly, bah, je l'ai dit avant, j'ai eu l'impression de souffler, mais sinon j'aurais pu prendre n'importe quel jeu. Le Monopoly, c'est l'avantage que tout le monde connaît. Alors le Monopoly, on va dire, pour rester dans le ton, que vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit d'acheter les terrains bruns, ok? Ouais. C'est pas bon le brun, ok? Vous n'avez pas le droit. Vous fixez une règle supplémentaire. Je n'achèterai, si votre petit pion tombe dessus, vous n'avez pas le droit d'acheter, Ouais. d'accord? Et nous, tous les autres joueurs qui jouent avec vous, on n'a pas cette règle-là. Ouais. Bon, et ben écoutez, les auditeurs les plus motivés simuleront 1000 parties sur leur Ouais, ordinateur. ouais. Eh bien, vous verrez que celui qui se fixe cette règle supplémentaire a perdu en moyenne. Voilà, il peut pas gagner. Ben, sur les marchés financiers, c'est exactement comme ça. Si on se fixe une Mmh. règle, si je me dis, je vais pas toucher aux actions du pétrole, pour prendre un exemple un peu plus moderne que le tabac, Ouais, ouais. je ne touche pas aux actions du pétrole. Et bien là, après la crise du Covid, il y a eu un rebond, ça a fait x2 S&P 500 énergie. Eh bien, ça s'appelle un coup d'opportunité. Mmh. Je me suis potentiellement, en tant que gérant de votre portefeuille, en m'empêchant de rentrer sur les actions pétrole à ce moment-là, je me suis empêché de gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, Complètement. c'est pas un sujet mince. Et aux États-Unis, je reviens sur cette notion de responsabilité fiduciaire. Il y a des gens qui ont fait ça. C'est des procès ça vaut des milliards. C'est des Ah, procès de OK. milliards. On a dit, mais pourquoi, mec, pourquoi vous avez arrêté d'acheter du tabac? On vous l'a jamais dit. Mmh. C'est quoi ce délire? Donc, on rigole pas du tout avec ça, mine de rien. Mmh. Et donc, on retombe toujours sur le même sujet. Et ce surcoût, il n'est pas pris en charge par les financiers. Mmh. Alors, c'est difficile d'avoir la boussole qui va bien, parce qu'à ce moment-là, vous savez, vous additionnez des pommes et des carottes. Non, non, Trois personne ne pommes et sait. trois pommes et deux carottes, ça fait combien? Mais, Je sais pas. alors Eh Julien, bien, moi, vous savez pas, et moi non plus. Alors, par contre, on a quand même des choses, et ça, c'est l'exemple dont vous parliez plus tôt.
Du coup, il y a quand même des choses, et ça c'est l'exemple que je donne pour faire comprendre, je trouve qu'il est assez utile pour les auditeurs, le, ce qu'on appelle les fonds solidaires 90-10, qui est un format que les gens connaissent. Ok. Je trouve que c'est un très bel exemple, vous voyez, parce que comme leur nom l'indique, 90-10, ça veut dire vous me donnez 100, je mets 90 dans le marché et 10 qui sont investis sur des projets avec un bénéfice sociétal. Ouais. Vous voyez? Donc ça, je trouve ça smart parce que les gens comprennent, OK, à 90%, je vais avoir le rendement du marché. Mhm. Bon, c'est pas trop flippant. Vous voyez, c'est verbalisé ça, Ouais, hein. tout à Et fait. à 10%, bon, je sais que je mets l'argent dans je sais pas quoi, dont j'attends une rentabilité, on va dire, supérieure ou égale à zéro. C'est plutôt zéro. Ouais, ouais. Et vous voyez, quand on verbalise ça, ce que je trouve très très bien, on prend pas les gens pour des idiots, Ouais. c'est assez smart parce que les gens peuvent se dire, OK, j'ai quand même 90% du rendement du marché, et en même temps, je donne 10%. Eh bien, ce 90-10, ce format de ce qu'on appelle de la finance solidaire, Ouais. c'est 0,005% des Ouais. patrimoines des Français. Vous Ouais, voyez, ouais. dès qu'on est mordant, dès qu'on a un discours qui n'est pas le discours mainstream, on est à part. Donc, Complètement. On est est-ce que marginal, c'est ouais. bien? Oui, bien sûr, il faut le faire. Est-ce que c'est bien? Oui. Les gens, la partie des 10%, on parle de centaines de millions d'euros. Vous voyez l'ordre de Mhm. grandeur Bien depuis sûr. que ça existe. On est en centaines de millions d'euros. Ouais. Alors qu'on nous dit que le financement, le fameux coût vert dont je vous parlais, le surcoût, le financement de la transition, on est plutôt en milliers de milliards. Vous Ouais. voyez? Bon. Donc, on va pas, oui, c'est bien, oui, il faut le faire. Est-ce qu'on va résoudre un problème systémique avec des ordres de grandeur qui sont ceux qu'on vient de dire avec ce type de solution? Je ne le crois pas. Alors, moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand je vous entends là, sur ces questions. La première, c'est, euh, dites-moi si je me trompe dans ma compréhension, mais ce que vous dites par rapport aux obligations vertes et aux produits de finance verte en règle générale, c'est que ça ne sert absolument à rien d'avoir un produit vert s'il existe des produits bruns à côté, en fait. C'est soit on exclut en fait tout le brun de la finance de manière générale, c'est-à-dire que c'est les mêmes règles pour tout le monde, pour qu'on puisse en fait vraiment jouer ensemble, mais ou alors en fait avoir des actifs verts à côté d'actifs bruns, c'est forcément des actifs perdants sur lesquels en fait on n'est pas sur les mêmes règles du jeu, on n'est pas sur les mêmes, alors qu'on est sur les mêmes exigences à la base. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est de dire, il existe des alternatives qui prennent une part d'investissement sociétal, social, écologique, etc. Et eux, en fait, de toute manière, on attend une rentabilité zéro de eux. Et c'est un peu ce qu'on voit à travers des propositions comme les livrets de la nef, du crédit coopératif, ou des projets qui permettent de financer directement des entreprises sociales de l'économie sociale et solidaire, ou, pour prendre juste un exemple, le livret B de la nef, on est à 0,15% de rentabilité par an. Alors c'est vrai qu'on est Ouais. très très loin même des obligations à 5-7% qu'on nous promet de manière générale. Est-ce que j'ai un peu compris le sujet ou... Si, alors oui, vous avez raison. La limite de l'exclusion, alors il faut se rappeler l'exclusion d'origine religieuse, communautaire de l'exclusion. Vous avez raison, la limite, c'est de dire, à l'époque, je vous rappelle, ce sont des gens qui s'achetaient ainsi une place au paradis. Mhm. Okay, c'est une question de morale individuelle, tout à fait légitime. On a vraiment le droit de vouloir que son argent ne finance pas tel marchand d'armes, aujourd'hui tel pétrolier. C'est tout à fait légitime. Mhm. Ok. Maintenant, d'un point de vue systémique, vous vous rappelez, c'est par là où on a commencé. Il faut toujours reprendre la hauteur et regarder le marché dans son ensemble. Bah oui, ce que vous achetez pas, vous, le voisin l'achète. Ouais. Et parfois, c'est au sein même, c'est chez le même asset manager, hein. Mhm. Vous avez le petit fonds vert qui va bien pour récolter les sous des gens qui sont concernés par ces problèmes-là, et vous avez tous les autres fonds qui achètent Total, qui n'est pas acheté par le premier fonds. Bon, Mhm. ça, il y a même des asset managers qui ont fini par comprendre que ça posait un peu un problème de crédibilité, on va dire, parce qu'on leur disait, c'est ce que les gens leur disaient, mais écoutez, foutez de nous. Le fonds A n'achète pas, mais le fonds B, C, D jusqu'à Z achète. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il y en a comme ça qui sont passés au tout ESG, hein. C'est une espèce d'intégration globale, mais c'est un tamis qui est tellement large qui laisse à peu près tout passer. En fait, c'est Ouais. des petites règles
méthodologiques qui ne déforment pas la réalité. En fait, si vous prenez ces fonds-là, ils suivent peu ou prou le marché. En fait, alors c'est vrai, ils font un petit travail en enlevant les plus mauvais, etc. Donc il y a tout un formalisme, on va dire, qui est respecté, mais qui change absolument pas le fait que ce sont des fonds qui sont encastrés dans le business as usual Ouais. et qui suivent le business as usual. Donc ça, vous avez raison, il y a ce côté-là. Malheureusement, l'exclusion, si c'est pas une règle générale, c'est ce qu'on disait sur le Monopoly, hein. Ouais. Si la règle, si vous êtes le seul à vous imposer cette règle, vous perdez et les autres font comme avant. Ça change rien. Donc effectivement, il faut une règle pour changer, pour tous les joueurs, pour changer le jeu. Il faut changer les règles du jeu. Vous avez raison, c'est la bonne échelle. Et ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit pas du tout. Maintenant, je dis pas que c'est inutile parce que les gens qui touchent les fameux 10% pour leur projet avec un bénéfice social, ils sont bien contents d'avoir cet argent dans ce cas-là, vous voyez. Bien sûr. Mais ça, c'est vraiment Minority Report, hein, c'est vraiment c'est très très minoritaire ces fonds-là. Ouais. Le reste, il y a vraiment pas de différence. Mais je crois que j'ai oublié un bout de votre question. Non, non, c'est qui était de dire en fait sur justement cet investissement social, sociétal, écologique, peu importe comment on l'appelle, l'investissement durable, on voit qu'en fait les rentabilités qui sont associées pour en gros les organismes qui réellement en fait font de ce type d'investissement dans des projets, par exemple financer directement une ferme agroécologique, financer directement la construction, on va dire, Oui, de panneaux solaires, etc. En fait, on est sur des rentabilités qui sont plus ou moins nulles. Ce qui me fait ouais, dire, et qui est une réflexion que j'ai depuis un moment, est-ce qu'il ne faut pas, juste à un moment donné, oublier la notion de rentabilité financière? C'est-à-dire repenser les logiques d'investissement, repenser la motivation intrinsèque des personnes physiques et morales pour investir et placer de l'argent en dehors d'une rentabilité financière et plutôt dans une rentabilité, en fait, qui peut être aussi individuelle. Et moi, je prends un exemple qui est parlant, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'habite à Albi. Autour de moi, il y a toute une ceinture maraîchère. Si j'ai envie de bien me nourrir de manière locale avec des maraîchers qui font de l'agroforesterie, enfin, du bio, etc., ben je me dis, je finance un maraîcher, je participe à le financer directement. Lui, il produit des légumes propres, sains, dont je me nourris, j'y gagne. J'ai pas de rentabilité financière, mais j'y ai gagné parce que grâce à cet investissement, je me nourris proprement. ouais. Est-ce que c'est pas un peu ça, enfin, la finance Si, durable? bah si, c'est ça, vous avez raison. Mais alors du coup, on n'est pas du tout, encore une fois, on n'est pas sur la finance mainstream. Bien sûr que vous avez raison. L'idée, c'est de donner la valeur, par exemple, à des co-bénéfices non marchands, vous voyez. Mais le problème, c'est ce que vous dites, c'est que si c'est vous qui donnez de l'argent, les co-bénéfices, ils sont pas forcément pour vous, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont non monétarisés d'abord, et ensuite ils sont pas particulièrement pour vous. Donc c'est de l'altruisme. Mhm. Alors il y a des gens qui sont capables. Moi, je rencontre des gens qui me disent, justement, ils me parlent. Alors moi, je connais pas tellement la nef, etc. Mais ils me disent, nous, on s'en fiche, on est prêt à, etc. Vous avez raison. Mais encore une fois, c'est un petit peu comme mon exemple sur la finance solidaire. C'est vraiment l'offre minoritaire. Ouais, Là, ce dont je parle, c'est la finance mainstream, ouais, celle qu'on entend à longueur de journée, les grandes banques, les grands institutionnels, la responsabilité financière, et donc qui noie le poisson parce qu'elle sait pas faire autrement. ouais, Mais que les citoyens aient des idées différentes, des envies différentes, ne soient pas obnubilés par avoir la rentabilité, maximiser la rentabilité, bien sûr, ça existe. ouais. Mais on est encore une fois mais c'est tout petit, si vous Hmm. voulez. C'est tout petit, et c'est pas, je pense que c'est un sujet d'avenir malgré tout, parce qu'on voit bien que les gens ont envie d'avoir cet impact, hein. Les gens ont envie d'avoir cet impact, et cette notion d'impact, elle est compliquée en matière de finance, parce que autant l'entreprise, c'est une chose, on sait déterminer, c'est compliqué, mais on peut imaginer qu'une entreprise a un impact, dire quel est l'impact. Quand on est sur le financier de l'entreprise, il ne faut pas confondre l'impact du financier et l'impact de l'entreprise qu'il finance. C'est pas Mhm. la même chose. Dans un marché surliquide, là, hein, où avec les banques centrales, il y a des milliards qui se baladent dans tous les sens, c'est pas les fonds. J'ai envie de dire, si vous vous rappelez, parce que là, il y a un petit consensus sur ce que ça veut dire la finance à impact. Il y a l'intentionnalité, Mhm. l'additionnalité
Le troisième truc, je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, le truc qui m'intéresse, moi, c'est l'additionnalité. Ok. D'accord, Si, c'est la mesurabilité. Mesurabilité. Ça, c'est assez consensuel pour les d'accord. gens qui travaillent dans la finance à impact. Qui, alors là, c'est la niche de la niche de la niche de la niche, hein, puisqu'il faut regarder le client dans les yeux et lui dire qu'on va, en tant que financier, avoir un impact. Ouais. Eh bien, je vais vous dire, dans un monde où il y a tellement d'argent, l'additionnalité, qu'est-ce que vous pouvez faire comme différence avec votre argent? Il y a un mec à côté qui est capable de donner de l'argent aussi. Mmh. Bah, la différence, justement, c'est là où vous mettez le doigt. La seule et unique différence, à mon avis, dans le monde dans lequel on est, que vous pouvez faire, que c'est donner votre argent, justement, à des conditions meilleures que celui du voisin. On en revient toujours là, c'est-à-dire, vous n'avez pas la même exigence de rentabilité. Ouais. Donc, vous verbalisez, comme les gens du 90-10. Alors, ça peut être 80-20, ça peut être 50-50 mais vous verbalisez que votre exigence n'est pas celle du marché. C'est pas, voilà. On n'est pas dans le principe de responsabilité fiduciaire lambda. Ouais. Vous maximisez pas vos actifs financiers. Vous prenez en compte ceci, cela. Alors, faut définir des choses. Sinon, on n'est pas dans l'impact. Il faut mesurer, définir, suivre sur la durée. Donc, on est dans le micro. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup votre exemple d'Albi. Parce que je crois que cette finance-là, elle s'inscrit forcément dans le local. Mmh. Parce que l'impact, on l'a pas sur la planète Mars, c'est pas vrai. On l'a là où on le voit, là on peut suivre un projet sur la durée, là on peut mesurer sur la durée. Et donc on est en train de parler d'autres choses qui se développent, qui existent un peu avec les fermes dont vous parliez, mais c'est une échelle qui est Bien minuscule sûr. à l'échelle de la finance mondiale et des sommes malheureusement qui sont nécessaires pour décarboner l'économie de la France, si vous voulez. Et et C'est bien le problème. et Mais par justement, contre, je crois que vous tenez là quelque chose qui a du sens, et ça peut se défendre complètement, mais j'allais dire qui est presque à l'opposé de ce qu'on voit donc en général. et justement, c'est par rapport à ça, si on revient un peu sur la problématique de décarbonation ou de changement de l'appareil productif, parce que vous avez raison, à un moment donné, c'est aussi, est-ce qu'on ferme en fait les entreprises existantes, on arrête de les financer, sans leur permettre en fait de changer leur appareil productif? Typiquement Total, est-ce qu'à un moment donné, on les aide à se refinancer pour qu'ils changent de métier ou qu'ils arrivent à passer sur de l'énergie, on va dire, plus propre? Et après, on peut rediscuter ce que c'est que l'énergie plus propre, hein. C'est un bien grand mot. Ou comment est-ce qu'on fait pour justement financer à l'échelle, puisque vous avez raison, à un moment donné, c'est difficile d'être uniquement dans le local, le changement de l'appareil productif, alors on va dire français, pas forcément mondial, mais français. Parce que pour les gens aujourd'hui, ils vont mettre l'argent dans des livrets A, ils vont mettre leur argent dans une assurance vie, dans de l'immobilier, tout ça est pris et utilisé derrière sur les marchés financiers. Comment est-ce qu'on utilise cet argent-là pour le véhiculer vers une transformation de l'appareil productif? Bah, c'est très compliqué parce que, encore une fois, si vous n'êtes pas un petit fonds, ok, si vous n'êtes pas un petit fonds, vous vous rappelez intentionnalité, additionnalité, mesurabilité. Ouais. Donc, si vous et moi, on a un petit fonds de private equity, venture capital, on l'appelle comme on veut, on va voir une boîte, voilà. On peut avoir ce discours les yeux dans les yeux avec le chef d'entreprise, on sait ce qu'on fait, voilà. Et nous, on rogne nos attentes financières. Enfin, vous voyez, on peut, voilà, c'est une échelle. Mais vous avez des boîtes qui pèsent des centaines de milliards en bourse, sérieusement. Ouais. L'engagement, vous allez aller voir Patrick Pouyanné en lui disant, dis donc mon grand, le plan climat total, c'est une farce. Ouais, Et si tu veux qu'on reste chez toi, tu vas faire ça, ça et ça. Mais ouais. vous êtes même pas reçu. Enfin, je veux dire. Donc, le problème, c'est, vous avez dit le mot, à mon avis, c'est un mot important, c'est le problème de l'échelle. Mmh. Hein. Les financiers sont omnubilés par le passage à l'échelle. Si vous avez une ligne intelligente, elle est en fait intelligente seulement si on peut passer à l'échelle, Mmh. c'est-à-dire la vendre de manière massive. Autrement, ça n'intéresse personne, on est sur une niche. Et c'est à chaque fois cette contrainte de passage à l'échelle, Mmh. qui justifie, parce que si on n'est pas à la bonne échelle, on ne résout pas le problème qui est un problème quantitativement Bien monstrueux. Et sûr. dans le même temps, le passage à l'échelle, en général, détruit
complètement l'intention. Je vous donne un exemple. Tous ces labels-là, Ouais. les labels. Bah, le label, c'est comme l'émail d'un tamis. Donc, si vous êtes super rigoureux, vous faites des choses bien, machin, machin, vous avez un label qui veut dire quelque chose, qui est significatif, bah, vous avez plus personne. Ouais. Hein. Vous avez plus d'offres, il y a plus d'entreprises qui passent qui passent par l'émail, et vous avez plus d'acheteurs non plus éventuellement parce que voilà, plus d'offres et plus de demandes. Et donc, on élargit, on se retrouve avec un truc qui s'appelle le label ISR, où finalement c'est pas très contraignant, ça veut à peu près rien dire. Tout le monde est d'accord pour le dire, hein, Ouais. c'est pas un propos d'ultra gauchiste. Même l'inspection, il y a eu un rapport de l'inspection générale des finances qui le dit poliment, bien entendu. Mais mais bon, vous voyez le truc, Complètement. c'est-à-dire c'est cette espèce de double contrainte. Hein. Soit ça a du sens, mais alors c'est un trou, c'est un chat, c'est le chat d'une aiguille, on passe plus grand chose. Soit sinon on élargit tellement que eh ben tout le monde est vert. Et c'est là évidemment qu'on est allé aujourd'hui. Ouais, tout à fait, ouais. Aujourd'hui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est vert, etc. Mais Donc non, c'est pour ça que la solution ne peut pas venir de l'intérieur en ouais, fait. ok. C'est un peu l'idée du livre, c'était de montrer que c'est pas une question de bonne volonté, c'est pas une question de, il faut quand même avoir conscience de la manière dont fonctionne c'est un secteur économique, hein, le monde financier. Et voilà comment il fonctionne. Il y a aussi, il y a pas que des gentils. C'est un monde où il y a beaucoup d'arbitragistes. On laisse pas de la valeur comme ça Ouais, sur. J'ai donné l'exemple. La vertu, même la vertu qui consiste à dire j'achète pas Total, c'est limité parce que évidemment on il est y a en d'autres qui concurrence vont avec les rafler autres les qui vont le voilà. faire, ouais. Donc effectivement c'est pas la bonne échelle. Il faut travailler à l'extérieur. Là pour le coup, il faut être dans l'extra financier. Si le sujet c'est l'extra financier, eh bien l'extra financier doit se gérer dans l'extra financier. Ok, C'est-à-dire ça s'appelle la politique, ouais. ça s'appelle, enfin je veux dire, Ouais, voilà. mais c'est... Ou alors c'est la finance. On reconnaît que c'est la finance qui maîtrise le monde, Ouais. et puis chacun rentre chez soi. On attend que le thermomètre monte, et soit on pense différemment, on pense que la politique existe, et à ce moment-là, bah, il faut donner toute sa valeur à l'extra-financier, dans l'extra-financier. Il faut que les gens votent, il faut que les gens se mobilisent. Bah, Julien, justement, c'est un peu là où je voulais vous amener sur ces questions donc, on a bien compris que, de toute façon, les changements au sein du système, ou les changements à la marge, ou le fait d'essayer de jouer plus fair que les autres, finalement, ne fonctionne pas. Voilà, c'est un jeu qui est, entre guillemets, perdu d'avance. Du coup, si on sort, en fait, du jeu interne et qu'on se place au niveau politique, au niveau de la régulation, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer le système actuel et en faire quelque chose qui justement encore permet de financer le changement d'appareils productifs, de décarboner, etc. Est-ce qu'il faut fermer la bourse? Est-ce qu'il faut absoudre l'idée même de rentabilité financière des investissements? De quelle manière? Et est-ce qu'on peut le faire à l'échelle d'un État? Qu'est-ce qui serait possible en fait d'envisager? Alors, moi, je pense que d'abord, effectivement, il n'y a pas de quick fix, parce que sinon on l'aurait fait depuis longtemps. Il n'y a pas de quick fix, un petit paramètre, un petit levier sur lequel tirer, un petit bouton sur lequel pousser pour tout d'un coup transformer les marchés en ce qu'on voudrait qu'ils soient. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a des tas de gens qui passent beaucoup d'énergie à nous dire, à base de réglementation, comment on peut assagir les marchés, etc. C'est un leurre. Parce que justement, et c'est aussi leur beauté. Enfin, moi, je suis pas du tout, je récuse pas les marchés pour ce qu'ils sont, mais le marché, c'est la liberté. C'est la liberté d'acheter, de vendre, de spéculer dans ce sens-là, dans le sens le plus neutre du terme. Mhm. Et donc, on pourra jamais, on peut rajouter des règles, on peut faire des choses, mais il faut avoir conscience de ça. Donc, à mon avis, le premier truc, c'est qu'il faut réduire, il faut réduire le champ du marché, ok. Le marché n'a pas besoin de. Alors évidemment, on a fait l'inverse. On a eu tendance à tout donner au marché. Hein. On a privatisé, privatisé, privatisé. Ça, c'est la rengaine néolibérale. Mais il faut reconnaître, et d'ailleurs, il commence à y avoir des crispations aujourd'hui, hein, parce que même avant la guerre en Ukraine, quand vous regardez ce qui se passe sur l'énergie, le prix de l'énergie, les gens commencent à se demander si Ouais. voilà, si vraiment
laisser justement le marché gérer l'énergie, les prix de l'énergie, c'est pas un peu flippant finalement? Ouais. Donc je pense qu'on est un peu à la fin d'un cycle. On a eu en France aussi l'affaire Orpea, retentissante. Donc là aussi, on se rend compte que mettre le marché, gérer les EHPAD avec le marché, donc avec des entreprises privées, Orpea, mais Corian, c'est pareil, et ben c'est compliqué. Parce qu'en fait, voilà, quand le nerf de la guerre, c'est la recherche de gains de productivité permanents, ben, quand on est dans un business où le produit service à la personne. Donc, Mhm. c'est quoi le produit que vous vendez quand vous êtes Orpea? C'est du temps, en fait. C'est Mhm. du temps passé auprès des aînés, etc. Et ça, il n'y a pas de gain de productivité possible, Ouais. malheureusement, hein. On peut pas découpler Non, mais la fabrication du bien produit sûr. du temps, parce que le produit, c'est le temps, c'est la qualité d'écoute, etc. Et on Ouais. arrive à la situation que maintenant connue des Français, à un taux d'encadrement qui est inférieur à celui du public. On rogne sur tout, la bouffe, enfin voilà, tout ce qu'on sait des entreprises qui serrent les coûts, Mhm. etc. Eh bien, ça, on le voit donc dans les EHPAD ou sur les menus avec l'absence de médecins, d'infirmières, etc. C'est Et c'est effroyable. la même chose à Donc peut-être, l'école, c'est la même chose à voilà, l'hôpital. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet sur le public, mais que paradoxalement, dans le privé, un, on paye beaucoup plus cher et c'est moins bien, Mhm. et deux, ça se fait quand même avec une pluie d'argent public. C'est quand même, voilà, ça pose question. Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des champs de l'économie Mhm. qu'il faut sortir des marchés, tout simplement. Par exemple, les EHPAD, Ouais. hein. Très bien, il y a des pays qui ne sont pas des pays, c'est pas la Corée du Nord. Au Danemark, j'ai entendu dire, j'ai pas vérifié, j'ai entendu dire que c'était 100% public, la gestion de l'équivalent de ce que seraient les EHPAD au Danemark. Bon. Ouais. L'éducation, Mhm. moi je suis absolument... et la santé, Ouais. pour moi, voilà. Donc, plus on met de l'éducation et de la santé dans le marché, plus pour moi c'est inquiétant. Bien sûr. Parce qu'on a vu la dérive aux États-Unis, on voit ce que ça leur coûte. Aujourd'hui, c'est 17% du PIB. On voit la santé américaine, c'est effroyable, avec des gens qui se pètent une jambe et qui n'ont plus les moyens de se faire réparer, Ouais. hein, donc, donc ça, c'est la première question. On peut prendre un peu de recul et se demander quelle doit être la place des marchés. Voilà, plutôt que de penser qu'on va trouver des règles pour les assagir, on Mhm. peut déjà penser en termes de champ. Voilà. Vous voyez, ça, c'est une question un peu fondamentale. Et juste pour aller dans ce sens-là, ce qui est très marrant, c'est que, on revient presque 2 siècles en arrière. Léon Walras, par exemple, qui est quand même un des pères, de l'école néoclassique aussi, disait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des champs pour lesquels on doit interdire le marché. Alors je crois que lui, à l'époque, il parlait des transports et de l'agriculture notamment, Ouais, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est encore en plus chez les fondateurs même de la pensée ouais, néoclassique c'est qui ont vrai. donné lieu Ouais, au néolibéralisme, c'était déjà là, en fait, hein. c'est vrai. C'est vrai. Et ça, ouais, vous voyez, ça, c'est du niveau d'une élection présidentielle. Ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on n'entend pas aujourd'hui. On entend, on sait pas ce qu'on entend, mais ça, c'est une discussion de mon niveau entre candidats à la présidentielle. Évidemment, c'est une discussion qui doit avoir lieu au niveau européen. Il faut dire que historiquement, on est vraiment dans le mauvais sens, puisque l'Europe, ça a été l'Europe néolibérale avec une privatisation rampante. On demande de plus en plus de concurrence. On veut mettre en concurrence la SNCF, etc., etc. On est en plus sur une inertie qui n'est pas tellement bonne. Mais ça, je pense que du coup, c'est une question de fond parce que, voilà, à un moment donné, les gens vont bien comprendre que ce qu'on appelle les biens communs ou les biens publics mondiaux, eh ben, c'est pas des choses qui sont financées par le secteur privé pour la raison qu'on a dite, en fait, Mmh. hein. Et encore une fois, c'est un consensus qui n'est pas c'est pas un propos d'ultra-gauchiste, hein. Je lisais le commentaire du représentant du lobby de la Fédération industrielle allemande, du grand lobby de la Fédération industrielle allemande, qui disait 80% des projets euh, justement de décarbonation ne sont pas rentables. Vous voyez. Mmh. Et donc toutes les mains se tendent vers l'État pour avoir Ouais. l'équivalent de la prime, hein, du bonus dont on parlait pour l'acheter la voiture électrique. Mais l'État, on a dit l'État ne peut pas tout. Donc Ouais. on va demander pour l'acier propre, et puis de toute manière, ça pose question que ce soit l'État qui rende encore une fois tous ces actifs investissables pendant ce temps que les financiers conservent inchangés Mmh. leurs exigences.
C'est ce problème de faire sa part dont on parlait. Et comme vous le disiez, c'est aussi la question de est-ce qu'il y a des secteurs qui doivent être rentables? Et qu'est-ce que c'est qu'être rentable financièrement pour des secteurs comme l'éducation, la santé, le transport, l'énergie, l'agriculture? Est-ce que ça a même un sens en fait enfin, j'allais dire fondamentalement de rendre rentables ces secteurs-là? Est-ce que finalement, enfin, c'est que j'allais dire même dans la logique d'une entreprise, il y a des centres de coûts, il y a des centres de profit. Est-ce que même en pensant ça de manière comptable, on peut pas juste imaginer qu'il y a des secteurs qui sont tout simplement des centres de coûts parce que c'est des secteurs qui sont liés à de l'investissement et puis point. Oui, et vous avez raison, l'histoire n'est pas finie, hein. D'ailleurs, ceux qui étaient les plus virulents en matière de privatisation, je ne sais pas si vous l'avez noté, les Anglais, pour ne pas les citer, ont constaté que la privatisation des transports avait été un désastre et reviennent dessus, renationalisent, hein. On pourrait parler de la distribution de l'eau aussi. Et donc, vous voyez, c'est pas la fin de l'histoire, mais disons, malheureusement, le problème, c'est que là, on parle de l'eau, on parle des transports. Malheureusement, pour ce qui concerne le réchauffement climatique, on n'a juste pas le temps Ouais. d'avoir de tourner en rond, voilà, parce que malheureusement, le budget carbone s'épuise. Hein, l'ordre de grandeur, c'est une dizaine d'années. Et donc, c'est-à-dire que par défaut, en faisant rien, on est en train de ruiner l'habitabilité de la biosphère à venir. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a une certaine inquiétude, une Mhm. certaine angoisse, parce que on sait très bien perdre du temps. Enfin, je veux dire, Ouais. la COP 26, ça fait donc, il y a qu'à compter le numéro, moins celle qu'elle sautait à cause du Covid. Ça fait 26 ans que les chefs à plumes se réunissent. Et donc les gens commencent à comprendre qu'il ne se passe rien. Et c'est ça qui est préoccupant, c'est cette inertie-là. Du coup, aujourd'hui, pour des gens qui travaillent dans le monde de la finance, que ce soit en banque, que ce soit sur les marchés financiers, et qui sont conscients de ça, hein, et qui veulent vraiment, vraiment s'investir, s'engager, c'est quoi les moyens de faire quelque chose? Est-ce qu'il faut forcément sortir du système, en fait, faire autrement, repenser, comme je le disais, un peu, en fait, des financements locaux, par exemple, gérer des fonds qui vont financer l'installation en polyculture de différents groupes éleveurs maraîchers? Est-ce que ou est-ce que monter un lobby pour justement sensibiliser le politique? Quels sont les leviers d'action pour s'engager? Ou est-ce ouais, comment on fait? Ah oui, je crois que et c'était une autre de nos motivations pour le bouquin, hein. C'était, on pensait, parce qu'on en a rencontré des étudiants, notamment des étudiants de Point Réveil écologique, par exemple, et on voit bien que une partie de ce verdissement de la finance s'est fait quand même pour continuer à aspirer du jeune, hein, parce que le Moloch a quand même besoin un fou du jeune pour aller en banque, et dans l'asset management, bon, on en a besoin, hein. Et donc, il y a des jeunes qui ont quand même une sensibilité. C'est pas comme enfin, vous et moi, c'est un peu différent, mais il y a, mais il y a une plus grande sensibilité à ces sujets-là. Et donc, c'est le moyen de continuer à aspirer les compétences qui sont nécessaires, mais malheureusement pour faire du business as usual. Et donc, c'était une motivation. D'ailleurs, j'en ai rencontré un certain nombre voilà, d'expliquer, parce qu'évidemment, quand on est jeune, on a eu des cours qui sont parfois les mêmes que ceux qu'on faisait il y a 20 ans. Ouais, Donc, ouais. enfin, je veux dire, voilà, la finance, même moi, j'avais regardé à titre de curiosité personnelle, après quand même 2008, qui a été un effondrement systémique, Mhm. spectaculaire. 10 ans après, en 2018, je me suis amusé à regarder les cours de certaines écoles de commerce, Ouais. parce que c'est plutôt là qu'on parle de finance qu'ailleurs, et pour regarder quel était le delta, et en fait, il n'y en avait quasiment pas. C'est-à-dire que bon, le monde financier s'est écroulé, il y a eu cette espèce et en fait, on raconte toujours la même histoire aux élèves. Bon, c'est assez sidérant. Et donc, il y a aussi un greenwashing des formations. Il y a des gens qui font des choses sérieuses, hein. Il y a des professeurs qui font des choses sérieuses, attention. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais il y a aussi quand même un verdissement des enseignements, Mhm. parce que, voilà, les chefs qu'on considère qu'ils sont obligés de le faire, on le fait partout en fait. On le fait dans les écoles et on le fait dans les boîtes pour pouvoir créer comme ça des points de passage pour les gens qui ont quand même des états d'âme, mais c'est complètement superficiel. Donc effectivement, dans les grandes boîtes, s'ils ont vraiment une conscience écologique, ils souffriront
parce ils feront des choses essentiellement inutiles. Alors parfois on me trouve très dur parce qu'on me dit oui, mais Julien, les discussions avancent sur justement les réglementations, Mmh. la taxonomie, ceci, cela. Oui, alors beaucoup c'est de l'enfumage, beaucoup c'est pas du tout au niveau, beaucoup c'est complètement insuffisant. La taxonomie, parlons-en. Ces gens qui se réunissent. Alors je rappelle, la première obligation verte a été émise en 2008. On est en 2022 quand même, hein. Ouais. Et on se demande encore qui est vert, qui est pas vert. Qui est une question d'ailleurs de fond absolument essentielle. Bien, et on voit que finalement, les Français qui voulaient que que le nucléaire soit vert, Ouais. et les autres qui voulaient que le gaz soit vert se sont mis d'accord contre les autres. Enfin bref, on est en train de tout verdir. Vous voyez, on retrouve ce que je vous avais dit Tout à fait. sur les labels, sur la double contrainte. Ouais. C'est, on élargit, donc tout est vert. Voilà. Bon, je suis pas sûr que ça aille jusqu'au bout, mais en fait, on n'a plus vraiment le temps de ces discussions, voyez, avec s'il faut encore prendre 10 Bien ans sûr. une taxonomie en plus en elle-même est complètement insuffisante. Rappelez-vous ce qu'on disait sur l'obligation verte. Bon, dans les bons cas, on va se dire que l'obligation verte, le projet qui lui était attaché, Ouais. était vraiment un projet vert, ok, inattaquable, un vrai bon truc, Ouais. ça existe, bien sûr. Et donc, ok, projet vert, obligation verte. Bon, et alors, on a vu que c'était le même prix. Ouais. On a vu que le directeur financier, il n'avait aucun avantage, il était Mmh. incité à rien. À quoi ça sert de verdir ex post? On n'a pas là trouvé un outil qui permet d'accélérer la transition, vous Ouais, tout à voyez? fait, ouais. Donc, la taxonomie, si ça consiste simplement à se dire, et ce serait déjà bien, qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui est pas vert, ça sert à rien. Mmh. Il faut rajouter derrière, c'est ce que vous me disiez. Alors, ça peut être dans l'extra-financier, limite, ça peut être de la fiscalité, Mmh. hein. On peut massacrer fiscalement les actifs bruns, Mmh. et favoriser les actifs verts. Ça, ce serait bien, vous voyez. On a parlé beaucoup, il y a une discussion sur vous savez, on demande aux banques de mettre des fonds propres en face de leurs Ouais. actifs. Et on a parlé de green factor, green weighting factor, hein. Les banquiers, évidemment, voulaient une option gratuite. C'est une logique prudentielle, en fait, hein. C'est pour, en cas de choc, on veut qu'il y ait des actifs, des fonds propres en face des actifs. Et donc, les banquiers ont dit, ah oui, mais si nos actifs sont verts, on veut en mettre moins. Mmh. Bon, évidemment, c'est une option gratuite. Ça n'a pas de sens parce que on peut avoir des actifs verts très risqués. Il n'y a aucune corrélation entre vert et risque, en fait. Donc, par contre, la vraie bonne idée, c'est de mettre un brown penalizing factor. Vous dites, ah, vous avez des actifs bruns. Là, par contre, c'est une pénalité, en fait, Ouais. parce qu'on veut en produire moins, vous voyez. On veut décourager, évidemment, on veut décourager la production d'actifs financiers bruns, puisqu'elle implique la production d'actifs physiques, économiques, bruns, Tout à vous fait. voyez. Et donc ça, ce serait légitime, mais c'est pas fait. Ouais. On en parle depuis. En fait, rien n'est fait. Il y a des petites choses qui sont intéressantes, qui pourraient être faites, qui ne sont pas faites. Maintenant, après, j'ai envie de vous dire, rappelez-vous, l'extra-financier, c'est pas la sphère financière qui va trouver la solution au problème du réchauffement climatique. Mmh. Ça s'appelle la politique. Et justement, Julien, ce que vous me dites là, en fait, c'est que face à l'échelle, à laquelle il faut bouger les choses d'un côté et de l'urgence et donc la vitesse à laquelle il faut bouger les choses, heu, là, sur nos questions en gros de taxonomie ou même de pénalité, de taxes et cetera, en gros, ça sert à rien. Ça va pas assez vite ni à la bonne échelle. Du coup, quand, on bosse en private equity, quand on bosse en banque, sur les marchés financiers, pareil, bah, ouais, on a 35-40 ans, 45 ans, on n'est pas forcément un jeune diplômé, mais on a des gamins, on se rend compte que, bah, c'est quand même ça sent le roussi. Hem, c'est quoi le mouvement, l'action à prendre entre guillemets? Qu'est-ce qu'on fait? On sort, on dégage, on fait autre chose? Est-ce qu'il faut, lancer un grand mouvement de fuite, j'allais dire, et de sortie de la finance, de la part de ces personnes-là pour aller faire autre chose, de vraiment plus vertueux, enfin, d'extra-financier pour le coup? Ou est-ce qu'il y a moyen de faire des choses en interne? Quelles sont un peu les solutions? C'est très compliqué. Ouais, Non, il n'y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. C'est des équations personnelles qu'on résout dans un sens ou dans l'autre. ouais. Il y a des gens qui sortent, effectivement,
En interne, je crois pas qu'on puisse. Les gens qui tiennent le discours de moi, je suis là pour changer les choses en interne, Mmh. non. Ça, enfin, j'adhère pas du tout. J'ai quand même 25 ans de banque, donc j'ai connu 4 maisons. Et à mesure que je progressais, donc je me suis rapproché, voilà, je montais, donc j'ai quand même une assez bonne vision. Et donc le discours de je vais changer les choses à l'intérieur, non, il n'est pas crédible en fait. Donc il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui restent, mais c'est pas le propre des gens de la banque, hein. Qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez chez Total? Bien sûr. C'est le même, je veux dire, Total, voilà, c'est une belle entreprise française, ils recrutent des tas de gens, de jolis ingénieurs français et autres. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils se disent Mmh. quand ils se lèvent le matin? Je sais pas, j'en sais rien. Il y a pas que les, il y a pas que les banquiers et les, Mmh. il y a pas que les banquiers et que les assureurs en fait qui peuvent se poser des questions en se rasant le matin. Dans mon bouquin d'ailleurs, j'avais en référence un clin d'œil à David Graeber qui avait parlé des bullshit jobs, qui est un concept que j'aime vraiment beaucoup, je trouve assez intéressant et mériterait d'être vraiment creusé. Et moi, j'avais parlé des brown jobs, parce que Ouais, c'est un peu le tabou d'ailleurs. On parle des entreprises, on parle des... Et ça, c'est un peu voilà, c'est un peu le tabou, parce que c'est sensible, hein, ça bien parle de sûr. nous. Quel est mon rôle? Mmh. Bah oui, quand je travaille chez... parce que si les entreprises ont des empreintes carbone, bah, les gens qui travaillent Bien dedans, sûr. Ouais. ils ont... Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le dernier tabou, ça. Mmh. C'est compliqué pour les raisons que vous dites, hein. Quand on a fait toute une... Parfois, il y a un réveil, hein. On parlait de réveil écologique, pour un réveil écologique. Donc, quand on se réveille, c'est woke, hein, le mot à la mode là, qui est détesté. Quand on a cette forme de vigilance, finalement, et c'est pas évident. Parce que, ben voilà, on a une responsabilité, on a une famille, on Mmh. a un emprunt éventuellement, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je jette pas la pierre comme ça Oui, en bien disant, sûr, c'est on parle de la grande démission là. Vous savez, avec la crise de Covid, on a parlé de la grande démission aux États-Unis. d'accord. euh, Parce que je pense que, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu beaucoup de démissions. Je pense qu'il y a un rapport au travail aux États-Unis qui est compliqué, hein. Les Américains, c'est beaucoup plus dur que la France, hein. Ils ont 2 semaines de vacances par Mmh. an. Il y a un rapport, et donc, je veux dire, il y a une exploitation, il y a une tension quand même, j'ai envie de dire, qui est un cran au-dessus de la nôtre, on va Mmh. dire en moyenne, entre l'employeur et l'employé aux États-Unis. Et du coup, il y a des gens qui ont claqué la porte à l'occasion du Covid. Et donc là, par rapport à notre sujet, voilà, the Great Resignation, tout le monde peut pas s'arrêter. Donc, j'ai pas de solution toute faite en fait. Et je pense que c'est un questionnement personnel. C'est l'enjeu auquel on est confronté, de trouver des moyens. Probablement par la base, je repense à l'idée que vous aviez, à l'exemple que vous avez donné d'Albi, enfin, peut-être, en fait, à partir de communs, enfin, on sent que, voilà, c'est pas un sujet facile. Julien, je vous remercie infiniment, pour votre temps et pour toutes ces explications et cet éclairage sur la finance verte et l'illusion qu'elle représente. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt. Merci pour l'interview, Jean-Philippe.